12 titres olympiques. Marie-Josée Pérez, Elles sont championnes de l'année. Elles sont championnes du monde. Championnes du monde. Ça, c'est ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé le sport de haut niveau à 16 ans. Comme vous, j'ai rêvé devant ces images, de tout mon cœur. Et puis, j'ai vite été rattrapée. Il est entraîneur, l'athlète c'est pas un terrain de chasse. Une de ces anciennes sprinteuses a porté plainte pour viol. La loi du silence continue à régner. Depuis, d'autres sportifs victimes d'agressions ont aussi pris la parole. 2 entraîneurs d'athlétisme accusés d'agression sexuelle, accusés de gestes déplacés sur une jeune athlète, Emma Oudiou, 23 ans. 2 affaires qui vont peut-être enfin briser l'omerta sur les violences dans le sport. C'est moi, Emma. Je vous retrouve 4 ans après avoir porté plainte. La plainte a été classée sans suite. Sans suite. Comme si tout était réglé après ça. Comme si c'était une réponse suffisante pour les victimes. Je suis révoltée. Et je sais que je ne suis pas la seule. Nous sommes prêtes. Nous parlons. À vous d'écouter la suite. Aujourd'hui, on est en compagnie de Noémie et Elisa qui ont décidé de témoigner. Bonjour Perrine. Bonjour. Bonjour Cassandre. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer pourquoi c'est important pour toi de témoigner dans ce documentaire ? Et si je peux aider une seule femme au moins en témoignant, je le fais aujourd'hui. Si je peux aider les autres. Pour que les autres personnes en fait qui ont subi ça puissent les aider. Pour les filles ou les garçons qui ont pu peut-être subir ça également. Montrer aux filles qui ont vécu les mêmes choses que d'en parler, ça permet vraiment pour moi, ça permet d'avancer personnellement. De l'accepter. Quand on entend parler des violences, c'est souvent des personnes qui ont une certaine notoriété, sauf qu'en fait des violences on en a partout. Et donc du coup je trouvais ça important pour moi et intéressant de montrer que ma petite personne, comme d'autres, elle pouvait aussi elle subir des violences. Alors Sarah, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, donc tu fais de l'athlétisme depuis que tu as 4 ans. C'est ça. Tu as fait plusieurs sélections en équipe de France, tu as été à l'INSEP pendant 2 ans et demi. Ouais. Donc l'INSEP, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est le plus gros centre d'entraînement en France, sur plein de sports confondus, dont l'athlétisme. Maintenant, donc, tu es en réalisation, en études de réalisation, et ton objectif, c'est de faire une sélection avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Dont tu es originaire, je suis. Oui. Dont mes parents sont originaires, ouais. Tu as subi une agression, voire plus qu'une agression de la part d'un membre de l'équipe de France. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as vécu ? Ouais. Alors, c'était il y a 3 ans, donc en 2018. C'était lors de ma fête d'anniversaire. J'avais invité plusieurs athlètes, enfin pas mal d'athlètes de l'équipe de France. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais proche d'un garçon en début de soirée. Et, je savais que je lui plaisais et il me plaisait aussi. Et donc on a été très proches. Et en fait, à cette soirée, il y avait beaucoup d'alcool. Tout le monde en a bu beaucoup, j'en ai bu beaucoup également. Et donc il y a un moment, j'étais dans une pièce avec plusieurs athlètes, dont cette personne. Et il m'a demandé de le rejoindre dans la pièce d'à côté. Donc j'y suis allée, j'ai commencé à tituber. Donc je suis rentrée dans la pièce et je me souviens qu'il m'a embrassée. Et à un moment, il se rapproche de moi. Et là, c'est comme si je perdais connaissance, comme si j'avais un blackout. Et donc après ça, je sais pas ce qui s'est passé. Et quand j'ai repris connaissance, j'étais adossée sur une sorte de machine à laver. Je sais pas, j'étais adossée dessus. Et ma culotte était baissée et il était à l'intérieur de moi. Et donc je lui ai dit, au début j'ai mis 2-3 secondes à réaliser ce qui se passait. Et je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit arrête. Au début j'ai dit ça fait mal, arrête. Et je lui ai dit c'est ma première fois, arrête, puisque j'étais vierge avant ça. Et en fait il continuait de me parler, mais tout en continuant ce qu'il faisait. Et il me disait ah ouais c'est vrai, c'est ta première fois. Et il continuait, il était toujours dans moi. Et je me souviens que il y a une personne qui a toqué et il n'a pas réagi. Et quelques temps après, je sais pas combien de secondes ou combien de minutes, parce que j'avais pas trop la notion du temps, il y a une autre personne qui a toqué et là il s'est arrêté, il m'a dit cache-toi derrière le rideau, parce qu'il y avait un rideau à côté de la machine. Et donc il est sorti
Donc cette personne est rentrée et est ressortie, et à ce moment-là j'ai pu sortir de la pièce et je suis partie voir mes amis en pleurant, en étant tétanisée. Et donc voilà ce qui s'est passé ce jour-là. À ce moment-là, est-ce que tu as pu en parler à certaines personnes de ce qui venait de se passer, à d'autres amis qui étaient présents à la soirée? Ouais, j'en ai parlé tout de suite. J'en ai parlé avec un ami de l'époque qui m'a écoutée et je pense qu'il n'a pas compris la gravité des choses. Et en fait, j'en ai parlé à plusieurs amis. Dès le lendemain, parce que je savais que c'était pas normal ce qui s'était passé, même si j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais personne n'a mis les bons mots. Après, je pense qu'à l'époque, j'avais pas un entourage aussi bienveillant que maintenant, mais personne n'a mis les bons mots dessus et personne l'a tenu pour responsable. C'était juste, il y a eu beaucoup d'alcool, vous avez fait des bêtises, et puis voilà quoi. Et c'est comme ça que tout le monde l'a interprété, alors que c'était un traumatisme qui a duré très longtemps après, quoi. Et aujourd'hui, donc, tu dis qu'à l'époque, tu savais pas mettre de mots sur ce qui venait de se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à mettre à mieux définir en fait ce qui s'est passé? Ouais, grâce à ma psy, avec qui on a beaucoup travaillé dessus. Je lui ai raconté cette histoire tellement de fois et en fait c'est elle qui m'a convaincue que c'était une agression sexuelle, que c'était un viol, et parce que en fait c'était plus facile, je pense, à l'époque de me culpabiliser moi-même et de me dire c'est ma faute et j'ai bu de l'alcool et puis voilà, et ça arrive comme ça. Et surtout que je pense, vu que c'était ma première fois, je sais pas si je peux dire que c'était ma première fois vu que c'était pas consenti, vu que c'était ma première fois, je me suis dit en fait c'est comme ça les relations sexuelles, et j'ai juste à assumer. Et c'est ce que je me disais tout le temps, assume, tu l'as fait, tu t'es mise dans cette situation, donc t'assumes. Et donc c'est vraiment ma psy qui m'a dit c'est pas normal, peu importe si t'as été proche de lui en début de soirée, à partir du moment où t'es plus maître de ton corps, tu peux pas dire oui et tu peux pas dire non, donc il y a pas de consentement. Ouais, exactement. Il y avait tout à l'intérieur de moi qui me disait c'est pas une situation que t'es censé vivre, mais j'arrivais pas à me le dire, j'étais dans le déni, et ce mec, je me souviens qu'une fois, des mois après, il m'avait proposé de le revoir et je voulais pas y aller. Et il y avait tout qui me disait n'y va pas. Et je me souviens, il insistait, et j'avais ma meilleure amie au téléphone et je lui disais mais je veux pas y aller, mais j'ai l'impression que je lui dois quelque chose et que le fait d'avoir eu cette relation à la soirée, je dois assumer et je lui dois forcément quelque chose. La psychologie de la victime, c'est assez compliqué. Je pense que maintenant on a plus d'études par rapport à ça et on comprend un peu plus, mais c'était difficile à comprendre et à expliquer. Et tu m'avais dit avant de commencer l'interview aussi que tu avais subi du harcèlement par rapport à ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Avant qu'on flirte ensemble avec cet homme-là, il n'avait pas précisé qu'il avait une copine. Donc bien sûr, ça s'est su après. Et donc sa copine m'a appelé un jour, je revenais des championnats de France, je me souviens, et donc elle m'appelle dans la nuit et elle me demande si c'est bien vrai, si j'ai bien couché avec cet homme-là. Et donc on est resté 40 minutes au téléphone et j'arrivais pas à lui parler. Je me souviens que j'avais peur de lui dire les choses. Et elle me disait mais qu'est-ce qui se passe, t'as peur de me dire les choses, Puis pour toi c'était pas vraiment clair ce qui s'était passé. Voilà, totalement. Pouvoir lui raconter quelque chose, c'est hyper compliqué. En fait je me sentais tellement mal et j'avais peur d'avoir des problèmes si je racontais ce qui s'était passé en détail. Donc j'ai préféré dire écoute, on a couché ensemble et puis voilà. Et le truc c'est qu'après ça s'est su, et parce qu'elle a dû en parler, et aux yeux de tout le monde j'étais juste la fille qui a brisé un couple et qui a couché avec un mec en couple. Et donc du coup j'ai reçu pas mal d'insultes par rapport à ça, en vrai, par message et même par appel anonyme. Je me souviens, pendant la nuit, on m'appelait, on me traitait de prostituée, pour être poli. Et au début je pensais que c'était juste des enfants qui faisaient une blague, mais ça a duré on va dire 1 mois. Et donc ça s'arrêtait pas, et au bout d'un moment ça s'est arrêté pendant quelques jours et ça a repris, donc j'ai continué à recevoir des appels
Et donc c'était comme ça, donc j'ai eu une réputation de fille facile, de briseuse de ménage, et alors que personne. En fait, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que la question de base qu'il faut demander à une fille dans cette situation, c'est est-ce que c'était consenti? Et personne m'a posé cette question. En gros, j'étais juste la fille qui a brisé un couple, alors que moi j'avais un gros traumatisme, j'étais mal, j'étais au plus bas, et c'est, je sais pas, je trouve ça dingue. Ouais. C'est la question de base à poser, quoi, et on me l'a pas posée. On m'a direct accusée et insultée. Donc... Là, tu te retrouves dans une situation où c'est toi qui as vécu une situation de violence, et on retourne le truc contre toi. La personne qui s'est montrée violente, mais même plus que violente, la personne qui a fait ce geste-là qui est absolument terrible et ravageur, lui est complètement protégé de ce qu'il a fait, et c'est sur toi qu'on va continuer à s'acharner. C'est le monde à l'envers, quoi. C'est terrible. J'ai trouvé ça dingue, et en plus ça m'a confortée dans le fait que en fait c'était moi qui avais fait une mauvaise action, quoi. Donc j'arrivais pas à me rendre compte et à me dire que c'était une agression, parce que tout le monde m'accablait, m'insultait, et je me disais en fait j'ai fait de la merde et faut que j'assume. C'est toujours cette question d'assumer. Je me disais assume maintenant, t'en payes les conséquences, mais t'avais qu'à pas te mettre dans cette situation. Et mais quand j'y repense, c'était d'une violence, c'était incroyable. Tu nous as parlé de l'INSEP, donc c'est un lieu dans lequel tu as vécu et tu t'es entraînée pendant 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce que cette histoire a eu des conséquences sur la vie que tu as menée à l'INSEP? Tu nous as dit que tu avais du mal à sortir de ta chambre, par exemple. Est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences? Ah mais totalement, en fait c'est tout ce milieu que je supportais plus. Le milieu du haut niveau, aller à l'entraînement c'était une épreuve, surtout que l'INSEP c'est pas le milieu le plus sain et le plus respectueux des femmes. Il y a un sexisme qui plane, là-bas c'est incroyable, et c'est soutenu par les coachs et les dirigeants, eux-mêmes ont cette mentalité-là. Quand je suis arrivée à l'INSEP, du premier jour, vraiment le premier entraînement, jusqu'à plusieurs mois après, il y a un garçon de mon groupe qui me faisait des réflexions plus que déplacées, vraiment. Aujourd'hui je peux mettre des mots dessus et c'est du harcèlement. Parler des fesses d'une fille à tous les entraînements, c'est pas normal. Harcèlement sexuel même, parce que voilà, c'est des réflexions par rapport à ton corps, par rapport à la manière dont lui pouvait sexualiser ton corps, c'est insupportable. Totalement. Et il le faisait devant tout le monde, devant le coach, devant les autres athlètes qui étaient là et qui rigolaient à chaque fois. Et je me souviens, ça s'est stoppé, on était en stage national à Agadir, et il m'avait fait une réflexion mais qui était dégueulasse, que je répéterai pas. Une de plus. Ouais, voilà. Donc je suis partie voir le coach en pleurant. On est parti marcher, on en a parlé, et il m'a dit que c'était pas normal. Et il est parti le voir, et il lui a dit d'arrêter de me parler. Et à l'époque, je me suis dit c'est bien, il a fait quelque chose, donc du coup j'aurais plus ces réflexions-là, et au pire j'aurais juste à supporter sa présence, mais ça va être difficile, mais je peux le faire. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je me dis que c'est minable comme réaction. Dire à quelqu'un qui harcèle une femme juste d'arrêter de lui parler, c'est n'importe quoi. Ce genre de personnes, je pense qu'ils se permettent des réflexions pareilles parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences. En gros, l'INSEP, c'était ça. Et je suis pas du tout un cas isolé. Bien sûr. C'est déjà arrivé qu'on soit au self, là où il y a tous les athlètes qui se réunissent pour manger, et il y ait des tablés de mecs qui se mettent à parler du corps des femmes qui passent pour se servir à manger. Et, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à mes copines. En fait, à l'INSEP, j'ai l'impression, moi, on va dire que je connais qu'une seule meuf qui a pas subi de harcèlement, ou de violence, ou de viol, ou d'agression. Et peut-être que, en plus, cette meuf me dit pas ce qui s'est vraiment passé. Donc, j'ai l'impression que ça touche vraiment 100% des meufs, quoi. Ouais, mais pourtant, et c'est hyper important que tu le dises, pourtant, personne n'en parle, quoi. On s'est toutes retrouvées à un moment ou à un autre en souffrance,
mais chacune, tu vois, chacune de notre côté, on n'en parle pas trop. Maintenant, heureusement qu'il y a les réseaux pour faire en sorte qu'on puisse recroiser les témoignages, mais même encore aujourd'hui, l'INSEP, ça a cette image qui est vachement idéalisée, mais quand on sait ce qui se passe, notamment en tant que femme à l'intérieur de cette institution-là, c'est terrible. Mais vraiment. Et en plus, j'ai l'impression moi, je me sentais obligée, par exemple, quand il y avait ce genre de réflexion, de rigoler ou de pas m'énerver pour pas paraître différente des autres, pour me fondre dans le moule. Parce que c'est très difficile dans ce genre de milieu d'avoir une réflexion différente et d'affirmer ses positions, quoi. J'étais tout le temps déprimée là-bas et je faisais que aller à l'entraînement, dormir, des fois je sautais des repas, je restais dans ma chambre tout le temps, quoi. Et c'était très difficile. Noémie, toi, ça fait 11 ans que tu fais de l'athlétisme. Tu as fait 6 championnats de France et tu es spécialisée en demi-fond. C'est ça. Notamment sur le 3000 mètres et le 5000 mètres. Et toi, Elisa, pareil, tu es spécialisée en demi-fond. Tu as fait 7 championnats de France. Je crois, ouais, c'est ça, en plus, à peu près. À peu près 16 championnats de France. Ça fait 13 ans que tu fais de l'athlétisme. Donc, vous avez une histoire qui est plutôt commune parce que vous êtes entraînés pendant 2 ans dans le même groupe d'entraînement avec un entraîneur qui vous a fait subir à toutes les deux des violences. Elisa, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi? À quel âge ça a commencé pour toi les violences de la part de cet entraîneur? Ça a commencé, je crois que j'avais 16 ans à peu près. En fait, c'était ma première année où je reprenais l'athlétisme. J'avais déjà commencé l'athlé plus jeune, j'avais arrêté. Et quand j'ai repris ma première année, j'ai commencé à subir des violences. Je les percevais pas tant que ça parce que du coup, je voulais atteindre le haut niveau. Et je me suis dit que ce qui m'arrivait, c'était normal. Surtout qu'ils m'envoyaient des messages en me disant que c'était normal. Et que c'était un peu les massages, par exemple, où ça allait plus loin. C'était un peu la clé de la réussite pour atteindre le haut niveau. Et quand je suis arrivée, du coup, je me suis sentie tout de suite pas intégrée. Et dans ces messages qu'ils m'envoyaient, ça me poussait à me dire que j'étais pas intégrée par certaines filles. Et j'étais un peu pas seule parce que j'étais quand même avec des adultes à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai vécu les violences. Est-ce que je peux te demander ce qui se passait pendant ces massages? Alors au tout début, il y avait rien de bizarre. C'était juste les mollets et les cuisses. Et il nous donnait rendez-vous chez lui. On passait par le garage. On passait très rarement dans sa maison. Pourquoi? Je sais pas. Okay. On passait toujours par le garage et ça se passait dans le garage. Et au tout début, c'était normal. Et puis au fur et à mesure, ça a été un peu plus loin, c'était les fesses. Après, c'était encore un peu plus loin, c'était plus proche des parties, quoi. Mais il n'y a jamais eu de, comme ils disent un peu à la police, de pénétration. Et là où vraiment j'ai dit stop, ça va trop loin, c'est quand qu'il a massé et qu'il est remonté jusqu'au sein. Ça a duré pendant combien de temps ces massages? Je dirais 2-3 ans. 2-3 ans, ok. Et toi, Noémie, c'est à peu près la même chose que tu as vécu? Alors moi, j'ai jamais été chez lui. D'accord. Ça s'est passé chez une amie à lui qui était une des meilleures amies de ma mère et qui a été mon entraîneuse à un moment donné et une personne à qui on était très très proches. Donc il m'a dit Alors en fait moi je me rappelle vraiment que d'un massage, contrairement à Elisa. Je suis pas sûre de bien tout me rappeler, honnêtement. Donc je suis arrivée au club très jeune, donc au départ je m'entraînais avec les jeunes. Puis on m'a dit de venir le vendredi avec les plus grands parce que j'avais un niveau un peu plus au-dessus. Et on m'a tout de suite mis sur un piédestal en disant Noémie elle est forte, Noémie elle peut y arriver, Noémie elle peut faire du haut niveau. Et puis en fait tout était un peu sur moi, moi je l'ai vécu comme ça en fait. J'étais l'espoir du club quoi, le futur espoir du club. Et donc il s'est beaucoup rapproché de moi par rapport à ça et rapproché de mes parents. C'est devenu un ami de mes parents. C'est une personne avec qui on partait en vacances. En plus on avait les mêmes origines. Il avait vu que il avait bien cerné mon père. Donc il a bien réussi à se rapprocher de lui. Il avait compris aussi que mon père, c'était important pour lui que je réussisse dans l'athlé. C'était important. Et donc du coup, en fait, il a vachement joué sur ça. Et un jour, il me dit, on va faire une séance ce soir et tout, une bonne séance. Ce sera juste 2 fois 500 et je sais que ça va te mettre en confiance, mais il faut que tu viennes pour que je te masse. Donc il m'a dit de venir chez son amie qui a été mon entraîneuse et qui était la meilleure amie de ma mère et dont j'étais très très proche. Moi, je disais que c'était comme ma sœur, ma deuxième maman.
Et donc il me dit de venir ce jour-là et qu'elle est là. Quand j'arrive, elle est pas là. Et elle me dit qu'elle est en train de travailler et qu'elle va arriver, qu'elle va pas tarder. Puis il me demande de me déshabiller et d'aller dans la chambre, de me mettre sur le lit. Donc du coup, j'arrive dans la chambre et pardon, je suis désolée. Et déjà à la fin, genre les volets ils étaient fermés, tout était noir et tout. Et ce jour-là, il a abusé de moi. Donc c'est-à-dire que je lui disais que j'avais mal au mollet. Et il est passé sous mon short plusieurs fois jusqu'à me toucher les parties génitales plusieurs fois, mais il n'y a jamais eu de pénétration. Donc ça a été... j'en souffre beaucoup aujourd'hui encore. Mais ce qui m'a fait souffrir aussi, c'est tout l'engrenage psychologique qu'on a eu. J'ai beaucoup été montée contre toutes les filles qui ont vécu les mêmes violences que nous. Comme Elisa, je pense. Ouais. Et il y a eu plein de choses. Il a voulu prendre la place de mon père. Il voulait toujours savoir si j'avais un petit copain. Alors c'est pas des violences physiques, mais en fait c'est tout comme. Il m'expliquait comment masturber dans une douche ou des choses comme ça. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été super compliquées pour moi en fait. C'est hyper violent. Ouais. Et t'avais quel âge à cette époque, Noémie ? J'avais 12 ans. Donc moi je savais même pas ce que c'était en fait. Il voulait donc, comme j'ai dit, toujours savoir si j'avais un copain. Si j'avais un copain, il me disait ah bah c'est bien, il va commencer à pouvoir te toucher les seins, etc. Et c'était dans quel contexte qu'il se permettait de dire des choses ? Par exemple, sur le stade, à l'entraînement Ouais, c'était par message. C'était par message. Ouais, c'était pareil, toujours. Alors avec ton copain, tes parents ils sont au courant que... Parce que moi j'étais plus âgée à ce moment-là, mais est-ce que du coup tes parents sont au courant que tu l'as déjà fait avec ton copain ? Donc oui, mes parents étaient au courant. Et quand j'allais chez lui, à contrario, il me dit faut pas le dire à tes parents. Faut que personne ne le sache. Et c'est pareil, en gros, il disait, vu qu'il passait par le compte de son ami, pour me parler, il me disait, tu vois, je masse une autre fille, mais elle le dit pas, et moi je le dis jamais à personne. Et je suis très discret, on le sait pas quoi, il y a que moi qui le sais, c'est un secret. Est-ce que, Noémie, tu as réalisé tout de suite ce qui s'était passé pour toi, notamment quand t'es ressortie de cette chambre toute sombre ? Est-ce que t'as réalisé sur le coup ce qui venait de se passer pour toi ? Alors je me suis posé la question et j'arrive pas trop à savoir parce que je pense que sur le coup je réalise, en fait mon corps réalise ce qui se passe parce que je lui demande plusieurs fois d'arrêter. Je rampe sur le lit pour essayer de remonter et qu'en fait ses mains ne montent pas aussi haut. Je transpire, je transpire beaucoup. Donc mon corps en fait il réagit, donc je pense que je réalise, sauf qu'en fait quand je sors et qu'on va à l'entraînement et que je fais une très bonne séance, c'est comme s'il m'avait habituée à le fait que le sport ça doit infliger douleur et moi j'étais prête à aller jusque là et c'était comme si en fait j'avais tout oublié parce que j'avais fait une bonne séance et je l'ai oublié pendant des années. Donc tu t'es pas rappelé pendant des années, t'as eu une amnésie traumatique pendant des années. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'as ressurgi, si c'est pas indiscret ? En fait, je suis restée avec une personne pendant 5 ans. C'est avec lui que j'en ai parlé la première fois. Et encore, je lui ai un peu lâché ça comme ça à la volette. Lui, il m'a fait subir ça comme ça. J'ai fait la même chose. C'est vrai. Mais sans donner d'indication, en fait. Et la personne, en face, elle réagit pas vraiment au départ parce que elle se rend pas compte qu'on parle de ça en fait. Il s'est avéré qu'à un moment donné, au bout de 5 ans de couple, il faut avoir une vie sexuelle, on va dire. Puis j'y arrivais pas, donc au départ je mettais ça sur relâche parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans au début. Puis à un moment donné, je lui expliquais un peu les choses, mais encore une fois sans rentrer dans les détails. Et puis donc il m'a jamais forcée, etc. Puis un jour, il a vu les messages qu'il m'avait envoyés. Donc il a compris. Et puis en fait, je pense que j'ai vraiment réalisé le jour où du coup j'en ai parlé à ma mère et que j'ai porté plainte. Parce que comme on a parlé, le jour où je porte plainte et qu'on me dit que je porte plainte pour en gros violence sexuelle, je lui ai dit que je réponds non aux gendarmes. Et il me dit mais vous avez bien vécu ça, ça et ça et ça. Je lui ai dit oui.
On dit si, c'est des violences sexuelles. Je demande à Elisa aussi, est-ce que tu as réalisé, Elisa, ce qui se passait lors de ces massages tout de suite ou pas? Je m'en rappelle plus. La seule fois en fait où j'ai compris que c'était pas normal, c'est en fait vraiment le jour où je dis stop quoi. Où je dis stop, je me dis c'est plus normal. En fait, le jour où il pose sa main sur mes seins, je fais juste des bruits. Et en fait, il continue. Et là, je me suis dit stop, c'est pas normal. Je crois que je sais plus, mais je lui ai pas formulé que j'arrêtais à cause de ça. Ouais. Mais il a compris que toi, t'as compris que c'était trop, et lui, il a compris qu'il fallait qu'il arrête. Et je pense que quand il sait qu'on a compris, il fait en sorte de toute façon de plus nous recontacter. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient au courant qu'à cette époque, tu te faisais masser? Non. Enfin, il y avait des amis à moi, et aujourd'hui, ça en fait énormément aussi parce que ils se disent, on le savait qu'il était comme ça, mais on t'a pas protégé. Et je leur dis, de toute façon, vous ne devriez plus rien faire parce que je faisais en sorte de pas le dire parce que c'est ce qui allait m'emmener vers le haut niveau. Alors qu'en fait, pas du tout. J'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit, maman, s'il te plaît, ne lui dis pas bonjour. Il m'a fait ça. Enfin, il m'a fait ça. J'ai vécu des attouchements. Après, elle sait pas dans le détail quoi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, ne lui dis pas bonjour. Et elle a réagi comment, ta mère, quand tu lui as révélé ces violences? Elle m'a dit, je t'ai toujours dit que si il se passait quelque chose comme ça, d'en parler. Parce qu'elle aussi a été victime plus jeune. Et je lui ai dit, maman, tu sais, c'est toujours compliqué d'en parler. Enfin, c'est pas simple. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne faites rien, je m'occupe de tout. Je gère tout. Donc tu l'as dit à ta mère plusieurs années après que tu aies subi tout ça. Et quand tu lui dis ne faites rien, je gère, ça se passe comment? Elle te laisse... Elle me laisse. D'accord. En fait, ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est comme ça pour toutes les deux, c'est la réaction du papa derrière, qui a l'impression de ne pas avoir protégé ses filles. Et justement, en leur disant « Oh, je m'occupe de tout », je me dis « Ils feront rien et je ferai les choses comme il me semble. » Et je veux pas non plus les atteindre par rapport à ça. Je précise une chose importante. Cassandre, que nous allons écouter juste après, est la victime du même entraîneur que Noémie et Elisa. Cependant, elles n'ont jamais communiqué toutes les trois sur ce qu'il s'est passé. Elles découvrent leurs histoires parallèles en même temps que vous. Cassandre, toi, ça a fait de l'athlétisme pendant 10 ans. Ouais. Donc là, t'as arrêté de t'entraîner. Tu étais spécialiste du 400 mètres. Ouais. Et t'as fait 2 championnats de France, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, tu es en master de sociologie. Ouais. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Je suis arrivée au club à l'âge de 11 ans. On était 2 athlètes à être toutes jeunes et arriver dans le club. Rapidement, le coach commence à se rapprocher de toi, de l'athlète, de ton ami qui était aussi avec toi. Il a créé une relation de confiance, d'amitié, mais qui dépassait ce qu'une amitié peut... Le cadre... Ouais, d'une amitié entre en fait un enfant de 11 ans et genre un mec de, je sais pas, peut-être 40 ou 50 ans. Un truc pas du tout adapté, ouais. Et donc ouais, c'est cette confiance en fait, via l'amitié, elle s'est amplifiée et grâce à ça, il réussissait à obtenir de nous ce qu'on voulait pas lui donner, quoi. J'ai du mal à me rappeler exactement quand est-ce que ça a commencé. Peut-être on avait genre 13 ans, ou 14 ans. On est parti en stage une semaine à l'étranger, quoi. En parlant avec donc mon amie athlète avec qui je m'entraînais quand j'étais toute petite, on sait que dès nos premiers stages, on se protégeait. En fait, par exemple, donc l'entraîneur nous proposait d'aller se faire masser une par une. Et en fait, on se disait non, moi je viens avec toi, on reste ensemble. Ou alors on va pas dans ta chambre, c'est toi qui viens de notre chambre, parce que nous on était toujours toutes les deux, tout le temps toutes les deux, donc on avait la même chambre. Et donc on disait à l'entraîneur, non, c'est toi qui viens comme ça. On savait que, sans avoir conscience du tout de ce qui se passait, mais on savait que s'il y avait l'autre à côté, il était moins relou. On n'avait pas conscience que ce qu'il faisait, c'était grave, quoi.
Mais on avait déjà, c'était déjà désagréable quoi, ce qu'ils nous faisaient. Donc en fait, on était plus en mode, le moins c'est désagréable pour moi et pour toi, mieux c'est quoi. Qu'est-ce qui se passait pendant ces massages? Ils nous massaient, ils nous demandaient de nous mettre avec le moins de vêtements possible, donc tu vois, nos mini shorts d'athlète et en brassière. Et en fait, dans ces massages, ils essayaient le plus possible nous toucher. Et il remontait, parce que des massages d'athlètes, c'est les mollets, les cuisses et devant. Et il essayait de le plus possible remonter et de nous toucher. Et ça s'est aggravé avec le temps, quoi. Ça s'est grandement amplifié quand on est arrivé au lycée. Je pense qu'il a contribué au fait qu'on aille au lycée juste à côté de là où on s'entraînait. D'accord. Donc on est parti au lycée, donc on était dans la même ville, donc en fait on sortait du lycée, on allait s'entraîner. Et en fait quand on est arrivés toutes les deux dans ce lycée, on sortait du lycée le midi ou pour aller se faire masser quoi, chez lui, dans son garage. On en parlait entre nous, on savait que l'une et l'autre allaient se faire masser, mais sinon j'en parlais pas parce que moi m'avait convaincue que les autres ne pourraient pas comprendre cette relation qu'il avait avec nous. Et donc non, j'en parlais pas. Après, c'était pas un secret, donc vu que j'avais pas conscience que c'était mal, c'était pas un secret. La relation qu'on avait, dans ma tête, c'était une relation qui était hyper amicale et j'avais même de l'affection. Il le disait, il l'exprimait, qu'il nous aimait bien. Il l'exprimait même ultra bizarrement, parce que il nous disait qu'il nous aimait, il nous envoyait des cœurs tout le temps. Mais ça, des toutes petites, parce que je me rappelle des trucs sur. Messenger, à l'ancienne. Exactement. Genre des cœurs et tout, tu sais, les trucs un peu ridicules, interactifs et tout. Donc ça, mais toute petite quoi. Jusqu'à 15-16 ans, moi j'avais jamais reçu de l'affection, j'avais des copines et mes parents quoi, mais j'ai jamais reçu de l'affection en dehors de ça. Et donc c'est difficile de mesurer à ce moment-là à quel point elle est déplacée cette affection quoi. Parce qu'en fait c'est juste quelqu'un qui t'aime bien et moi l'expérience que j'ai des gens qui m'aiment bien, c'est mes parents, c'est mon frère. C'est un truc, tout va bien quoi, où je suis hyper en confiance, dans ma tête il m'arrivera jamais rien. Et donc c'est difficile de savoir où est-ce que tu places cette relation parce que c'est un adulte. Quand t'as 11 ans, l'adulte c'est la personne en qui tu as confiance. Les entraîneurs ils prennent cette position un peu de papa quoi. Vu que c'est une figure d'autorité qui est assez importante. Dans le cadre de ton entraînement, c'est quelqu'un que tu vois très souvent, et vu que c'est un homme, moi pour le cas c'était un homme, et qu'il est vieux, et en fait c'est quelqu'un que t'assimiles à la personnalité du papa quoi, et c'est difficile de se méfier de son père, le truc c'est que moi mon père c'est la personne qui me protège, c'est la personne avec qui j'ai moins de chance dans ma tête qu'il m'arrive quelque chose. Il crée une sorte de concurrence plus ou moins saine on va dire avec l'ami dont tu parles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il nous comparait pas sur les mêmes choses, donc cette athlète elle était meilleure que moi, elle faisait des performances vraiment rien à voir. Du coup, il se servait de ça de mon côté. Elle me disait mais si tu veux être comme elle, il faut vraiment que tu fasses tout ce que je te dis, que tu me fasses confiance. Tu me fais pas assez confiance, t'es pas assez dans l'écoute de ce que je te demande quoi. Et pour elle, il se servait d'autre chose parce que au niveau des performances, elle était bien meilleure. Du coup, il lui disait Cassandre, elle est moins fermée que toi, t'es renfermée, t'es un peu vieux jeu quoi. Il disait mais t'es pas si intéressante, on peut pas parler de toi avec toi. Et il nous parlait pas que de nous deux, il nous parlait de toutes ces athlètes. Il disait mais tu sais une fois avec cette athlète j'ai fait ça, c'était trop bien quoi. Donc laisse-toi faire. Si on avait gardé ce truc d'être soudés, en fait je pense qu'à un moment donné ça se serait retourné contre lui. On est d'accord sur ce qu'on ressent toutes les deux et une fois que t'es deux à ressentir la même chose, t'es beaucoup plus assuré quoi dans ce que tu fais. Et en fait en nous mettant en concurrence, il nous mettait seuls avec ce qu'on pouvait ressentir. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu commences à prendre conscience de ce qui va se passer, de vraiment ce qui se passait pour toi avec ce coach? Ça s'est fait hyper progressivement. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. La toute première, mais c'était vraiment une mini-alerte, c'est que j'ai un ex-copain qui me contacte pour me demander si s'est passé des choses qu'avec l'entraîneur et tout ça. Et donc je lui dis non, alors que c'est quelqu'un à qui je fais
à qui je fais vraiment confiance. Je lui dis non, genre, je me dis, mais il se passait pas rien, mais c'était rien, quoi, ce qui se passe. En même temps, j'ai écho qu'il y a une fille qui a commencé à dire il se passe des trucs bizarres avec l'entraîneur. Vu que je suis en contact avec mon entraîneur et qu'il me dit mais c'est une fille qui essaye de faire l'intéressante, en fait, je suis d'accord, quoi, avec lui à ce moment-là. Et c'est terrible parce qu'en vrai, avec du recul, c'est quelque chose je m'en veux un peu d'avoir cru ça, quoi, parce que c'est une athlète, Noémie, qui était plus jeune que moi, qui est arrivée après moi. Et genre, quand ça a commencé à sortir, cette histoire, j'étais dans le déni donc, de moi, de ce qui m'était arrivé. Et j'ai cru, j'ai cru l'entraîneur, quoi, quand il m'a dit j'aurais fait ça pour faire l'intéressante, c'est terrible, alors que j'ai vécu les mêmes choses qu'elle, certainement, et que, c'est terrible, quoi, et qu'elle est plus jeune que moi. Et donc je me dis un peu, mon rôle à ce moment-là, ça aurait été de dire, mais je suis là, en fait, bien sûr que je te crois, mais c'est pire que je te crois, c'est que je sais. Après, il y a eu une étape importante, c'est que j'étais au restaurant avec mon entraîneur. Ouais. Il m'a dit il n'y a que vous deux, en parlant de moi et notre amie athlète, il n'y a que vous deux qui pouvez faire en sorte que ça se passe bien là. Il n'y a que vous deux qui pouvez me sauver, entre guillemets. Il fait vraiment... Et là, il fait complètement marcher l'affect, quoi, pour dire mais tu veux qu'il m'arrive quelque chose de grave, fais quelque chose. Et il voulait que vous fassiez quoi? Je sais pas, c'était pas... Il m'a juste dit ça, quoi, mais d'une manière comme ça. Et je me rappelle que quand je suis rentrée, je me suis dit, mais il se fout ma gueule, il me demandait ça à moi, Donc je pense qu'il y avait un début de prise de conscience à ce moment-là. En 2018, on part en stage, mais alors qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu d'entraînement, mais on décide de partir en stage une semaine à l'étranger avec 4 anciens athlètes. Je devais avoir changé dans ce que je veux et ce que j'accepte, et je pense que c'est le fait d'avoir eu entre-temps des relations avec des garçons, des relations sexuelles, et de savoir que c'est quelque chose qui est bienveillant, qui est agréable, et que du coup j'aurais jamais accepté un truc désagréable à ce moment-là. Mais sans avoir eu j'ai toujours pas conscience à ce moment-là de ce qui s'est passé. Et donc durant ce stage, il y a eu 0 massage. Je te propose et tu dis oui. D'accord, c'est sûr. Il essaye toujours. D'accord. Toujours. D'accord, ok. Toujours il proposait, toujours plus, quoi. Et je me demande d'où est-ce qu'il serait allé, si on se laissait faire, quoi, parce que tout ce à quoi on lui a dit oui, il en voulait toujours plus. 1 an après ce stage, et j'imagine que il y a des filles donc, du coup qui ont déposé plainte. Et que la situation s'est aggravée pour lui, quoi. Je sais pas si l'enquête a avancé ou ce qui s'est passé, mais en tout cas sa sœur, elle nous contacte, elle nous demande de faire une lettre sur l'honneur pour dire que donc l'entraîneur nous a toujours massé de manière correcte. Et en fait, le truc qui nous a fait dire, c'est de la merde, quoi, ce qu'elle a écrit. Il y a marqué, nous a toujours massé dans des salles avec des portes ouvertes, avec des gens autour. Et pas du tout. Son truc, c'était justement d'essayer de nous avoir, de se retrouver dans des pièces où on était seuls avec lui, où personne pouvait arriver, quoi, à tout moment dans la pièce, pour en fait écrire ce message où j'avais besoin donc, de lui répondre et de lui dire pourquoi je refusais de faire sa déclaration. C'était le début de réfléchir à ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé. Et il y avait aussi le truc je me suis mise à parler de ça avec du coup mon amie athlète. Je me suis mise à parler de ça avec elle parce que moi j'ai refusé. J'ai dit que je trouvais que c'était pas normal qu'elle l'écrive alors que c'était juste pas vrai, quoi, mais sans aller plus loin que ça. Je voulais pas trop l'influencer, mais en même temps je trouvais ça dur que moi je le refuse et qu'elle le fasse, quoi. Donc, et en fait on a commencé à beaucoup parler de ça. Là on commence à prendre conscience qu'en fait c'était pas normal, quoi, ce qui se passait. J'ai un copain à ce moment-là qui me fait parler donc, de ce qui s'est passé et qui me fait parler petit à petit, hein, vraiment, il n'y avait pas de dis mais attends, tu trouves pas que ce que tu dis il me faisait répéter ce que je disais, il me disait mais quand tu dis geste, quand tu dis qu'il te touchait, il te touchait où, qu'est-ce qu'il te faisait vraiment. C'était hyper difficile pour moi parce qu'en fait à chaque fois que je parlais, je prenais conscience de ce que je disais, quoi, mais tant que c'était pas sorti de ma bouche,
c'était pas du tout clair quoi dans ma tête. Le sortir en mots, ça permet de concrétiser ce qui s'est passé, le regret, vraiment. Et puis en plus, il y a un truc terrible de t'es jamais sûr de ce qui s'est passé quoi. Genre, même quand on parle, t'es pas vraiment sûr quoi. Est-ce que vraiment il a fait ça? Est-ce qu'il a dit ça? C'était à quel moment? Oui, c'est ça. C'est vraiment, t'es pas du tout sûr de. Je pense parce qu'en fait, vu qu'il y a eu 7-8 ans de déni et de protection, je pense, de se dire non, il s'est rien passé. Du coup, c'est difficile tout d'un coup de passer dans un truc où en fait t'essayes de te rappeler de ce qui s'est passé, où tu vois plus du tout la personne de la même façon. Genre, c'est quelqu'un qui me dégoûte aujourd'hui, et ça a pris du temps quoi, et de ressentir des choses hyper négatives à l'égard de quelqu'un parce que t'as énormément apprécié et que c'est difficile hein. Et même aujourd'hui que c'est quelqu'un qui je ressens plus du dégoût à son égard. C'est terrible, mais j'ai l'impression que j'ai pas non plus l'envie qu'il lui arrive des trucs horribles quoi. Genre je lui souhaite pas de finir sa vie en prison, et vraiment pas quoi, mais pas du tout hein. Et je voudrais pas que ce soit ce que je fais moi qui fasse qu'il lui arrive des choses tu vois. J'ai pas de haine, genre ça me dégoûte ce qu'il a fait, vraiment ça me dégoûte, mais j'ai pas de haine contre lui. Je te présente, tu as fait 18 ans d'athlétisme. Oui. Tu as été spécialisée sur le 200 mètres, 400 mètres et saut en longueur. Tu as fait plusieurs championnats de France et une médaille par équipe à des championnats de France. C'est ça. Donc un joli parcours. Est-ce que tu peux nous raconter, commencer à nous raconter ce que tu as vécu pendant combien d'années? Ça s'est étalé sur 4 ans. D'accord. Ça a été un processus de petit à petit d'engrenage, de manipulation. À l'aube de mes 21 ans, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai été très triste, très perdue. C'était vraiment un pilier de la famille. Et je suis partie aux interclubs en compétition. Et au lieu d'être enjouée comme on peut y être aux interclubs, où c'est un peu la compétition du club, et je me suis retrouvée isolée, seule, parce que j'étais en deuil. Et de là, mon président de club a bien vu que j'étais différente de d'habitude, et il s'est intéressé à moi. Il est venu me demander pourquoi j'étais triste, tout ça. Donc il est entré dans ma vie à ce moment-là comme quelqu'un de très bienveillant. Il m'a écoutée, j'ai découvert une facette de lui que je ne connaissais pas. Et il était rigolo, gentil, et c'était pour tous, je pense, un exemple en fait à suivre. Moi, je voyais en lui, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, et voilà, il avait fait des très grosses compétitions à très haut niveau, et du coup, je me disais, plus tard, je vais être comme lui. C'était vraiment ce symbole-là, il était souriant, drôle, et donc, moi, je me disais, j'aimerais bien avoir la même carrière que lui. Et j'avais toute confiance. Il a toujours été charmeur, dragueur comme ça. C'était sa position comme ça, c'était un peu, les gens disaient, c'est un don Juan. Pourtant, il affichait une vie de famille posée, avec des enfants et tout ça. Donc moi, quand il s'est intéressé à moi, je me suis dit que j'étais un peu honorée en fait. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me trouve quoi, vraiment. Et puis il me faisait beaucoup de compliments, chose qu'on m'avait jamais fait. Et puis un jour, il a débarqué chez mes parents. Je l'ai pas convié. Déjà, il a regardé sur ma licence, je suppose, mon adresse. Et donc, il a débarqué en bas de chez mes parents. Ok, déjà très bizarre. Voilà. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ouvre, quoi. Et donc, il est rentré. Et puis là, il était là devant moi. Et en fait, je savais pas si j'avais envie de lui ou pas. Et il y a eu un premier contact, un premier baiser, ses mains sur mon corps, et j'ai envie de dire que je ne savais pas si j'avais envie de lui ou pas. Il avait 28 ans de plus que moi, donc c'est quand même un détail. Moi j'avais 21 ans et j'avais eu une histoire avant, c'est tout. Donc j'étais
novice en tout dans ma vie, quoi. Ma vie amoureuse et sexuelle. Donc voilà, j'avais très très peu de repères pour tout ça. Et donc voilà. Et après, une relation s'est installée. Il a voulu me revoir, on discutait énormément. Et puis on a eu des relations sexuelles ensemble, désirées, de part et d'autre. Moi, je découvrais un peu tout, donc j'ai laissé faire, et il y a eu des très très bons moments passés. Je l'espère maintenant, parce que du coup, maintenant que je parle de tout ça, je me dis, est-ce que ça a été tout le temps de la manipulation ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des vrais sentiments à des moments où je me suis fait biaiser en permanence, quoi. Et voilà, et donc petit à petit, il est rentré dans ma vie. Très rapidement, après, ça a été un calvaire. Donc après, je lui ai dit que moi, je vivais plutôt mal, mais j'avais pas le courage de le quitter. Parce que personne n'était au courant de votre relation ? Non. D'accord. Pendant un bon moment, personne n'a été au courant. C'est lui qui t'a demandé de rien dire, ou c'est toi, tu t'es dit non, je peux pas assumer ça ? J'avais très honte. D'accord. Ouais. Aucune femme n'a envie d'être trompée. Et j'étais en train d'être celle qui était responsable de cette tromperie. Donc la culpabilité, je me la mettais à 100% dès le départ, en fait. D'autres garçons commençaient à s'intéresser à moi, et moi j'avais pas le courage de le quitter, lui. J'arrivais pas à mettre fin à la relation, et puis c'était toujours, dès qu'en fait je commençais à vouloir quitter la relation, il revenait avec des mots ou des cadeaux ou des choses comme ça. Et donc je disais non, mais il doit m'aimer, c'est sincère, voilà. Et donc il y a eu une emprise comme ça, donc durant 2-3 ans, où j'arrivais à le quitter, à partir avec un autre garçon, parce que j'avais pas le courage de partir sans avoir de raison, en fait. Et je revenais. Et lui, il a commencé à me dire mais regarde, t'as pas assez d'une bite, il te faut une deuxième bite. Il dit de toute manière, tout ce que tu veux c'est du sexe. Et voilà, il a commencé à être vulgaire avec moi, violent par ses mots. Et en fait, après, je me suis sentie, et lui il me le disait surtout, que j'étais un objet sexuel, en fait. Il me dit de toute manière, toi on peut pas t'aimer, t'es bonne qu'à coucher. Donc moi, après, je me suis dit ouais, c'est peut-être vrai, en fait. Il me disait, tu te rends compte si ton père savait tout ce que tu faisais ? Il me dit, regarde, à sucer des bites, à coucher à droite, à gauche. Et donc là, le côté malsain est rentré vraiment dans la relation. Il pouvait pas être tout le temps violent. Donc des fois, il était très méchant comme ça. Il justifiait parce qu'il disait qu'il m'aimait. Donc il me disait, je t'aime. Qu'il pouvait pas vivre sans moi. Donc ça, c'est le début où ça a été encore plutôt bien. D'accord, voilà. Okay, là on est sur le soft en fait de l'histoire. Ok. Et il revenait, donc si je lui échappais, il revenait avec des cadeaux, quoi. Donc des choses que moi jamais j'aurais pu m'acheter. En fait, même là, il utilise une position de dominant pour te garder, c'est-à-dire que sa position en tant que président de club, le fait qu'il avait quasiment, qu'il a toujours d'ailleurs 30 ans de plus que toi, le fait qu'il ait de l'argent, qu'il te montre que lui, il a les moyens, etc. C'est plein de manières pour lui de te montrer qu'il est au-dessus et de te garder comme ça sous son emprise et sous sa main, quoi. Ouais. Il m'a fait aussi culpabiliser. Je suis sortie avec des athlètes et il y avait certains athlètes qui voulaient travailler au club, qui étaient entraîneurs et puis qui voulaient un poste. Et des fois, il a dit tu sais, si lui, tu veux qu'il reste au club, il dit moi, je suis influent, si on le choisit ou pas. Donc c'était soit tu le quittes, soit il n'aura pas son poste. Et il l'a fait 2 fois pour 2 personnes. Un qui était au sein du club même et un qui était au sein du club omnisport. D'accord. C'est 2 relations où je me suis dit non, je peux pas rester avec eux parce qu'en fait je vais leur pourrir leur vie, en fait. Bon, là c'est les choses les plus dures. Il venait et là il a eu des phases, donc il picolait, il avait la bouteille facile. Alors c'était un peu le mec festif, bonne ambiance.
Mais de l'autre, après, il a eu un côté alcool tous les midis et agressif. Moi, avec mes études, je travaillais soit du matin, soit de l'après-midi. Et donc, l'après-midi, je rentrais et je dormais et j'allais à l'entraînement ensuite. Et lui venait après ses repas festifs. Et il sonnait, et tant que j'ouvrais pas, il continuait à sonner. Et moi, tout ce que je voulais, c'était dormir. En fait, j'étais fatiguée de mon boulot, j'en pouvais plus. Et il rentrait, et des fois, c'était... je le suçais le plus rapidement possible. Et il venait, il me baisait. Donc c'était court, net, précis. Et il repartait et moi je pleurais. Je pleurais. Je me trouvais sale, je me trouvais... Et la culpabilité était toujours sur moi en fait. Je me suis jamais dit il est odieux ou quoi que ce soit quoi. Et il venait et des fois il m'allongeait sur le lit, il se vidait et il repartait. Et il me laissait sale et tout. Alors j'ai eu des démarches après à me laver énormément. Et c'était vraiment à me dire je suis remplie quoi. Et je me lavais. Et après ce sentiment il était pour tout mon corps quoi. Mon corps, mon âme. Et je me disais que j'étais sale. Et voilà, il a été comme ça. Alors j'arrive même plus à mettre de notion de temps, de foi. Et moi je me disais juste plus il vient, quand il venait ces moments-là où il était horrible, je me disais vas-y, il aime ça, fais ça et ça durera le moins de temps possible. Donc je me disais vas-y, suce-le et il dégage. Et voilà, et c'est horrible parce qu'en fait à ce moment-là je me disais c'est toi qui décides en fait de le sucer. C'est toi qui te dis je vais avoir une relation sexuelle avec lui parce que je voulais qu'il parte quoi. Et donc du coup je m'imposais ça en me disant vas-y fais ça et plus vite sera parti, plus vite tu pourras te reposer et tout ça. Et après j'allais à l'entraînement et je le voyais. Et comme je faisais du saut en longueur, des fois il m'attendait au bout du bac quoi. Et il me disait ça a sauté, t'aimes bien sauter, ça c'est ta spécialité, sauter. C'était que des choses comme ça quoi. Aux compétitions aussi, voilà. J'ai vécu ça. Alors des fois il y a eu des moments où il était hyper gentil, il revenait gentil, comme les premiers mois où je l'ai connu. Et là je me disais non mais Perrine, tu te fais des idées, regarde, il est bienveillant, il est là pour toi, il t'aime, c'est de l'amour en fait ce qu'il te donne. Et lui il est jaloux, c'est parce qu'il veut être avec toi. Et de l'autre après je me disais mais non et voilà, et donc j'étais dans cette ambivalence en permanence quoi. Et quand tu parles du fort sentiment de culpabilité que tu as eu, ce que je comprends totalement, quand tu dis mais voilà on avait une relation sexuelle mais bon j'acceptais, mais il te laissait pas le choix, dans le sens où si tu n'acceptais pas c'était du harcèlement sans arrêt. Il soufflait une fois le chaud, soufflait une fois le froid pour te faire croire que c'était un mec gentil. Il était mes mots, il était dans la manipulation permanente. Il avait fait en sorte aussi de briser des relations amoureuses que tu as pu avoir. Enfin, le mec, je suis désolée, mais il est complètement taré. Il est taré, c'est un gros manipulateur. Et il t'a pas laissé le choix, quoi. Dans la manipulation, dans tout ce qu'il t'a imposé, ce mec, il ne t'a jamais laissé le choix. Je devenais agressive aussi. Ah oui. Du coup, à l'entraînement, mon coach, des fois, il voyait bien que ça n'allait pas, en fait. Et je m'en prenais aux autres. Et la fille qui était joyeuse, épanouie du début, en fait, elle n'existait plus. Moi, la violence que j'avais au fond de moi, elle avait cette intensité-là, parce que je souffrais, quoi. Je pense que j'étais vraiment l'ombre de moi-même pendant toutes ces années, quoi. Ça s'est terminé comment ? J'ai commencé les études que vraiment je désirais faire, donc je me suis retrouvée. Et quand j'ai commencé mes études, je me suis dit, c'est ça que je voulais apprendre. J'étais heureuse là où j'étais,
J'ai rencontré des nouvelles personnes, très bienveillantes. Donc du coup, c'était bien. J'avais retrouvé un équilibre de vie. L'athlé, ça allait beaucoup mieux. Et puis j'avais des stages à faire et tous les stages, je les ai faits en dehors de ma ville. Je partais, j'ai pris la distance. Pour la première fois, je l'ai quitté lui. Et je suis pas repartie avec un autre homme. J'ai dit non, aujourd'hui tu as le courage de le quitter lui en fait, de quitter cette relation. Donc c'était 4 mois après avoir recommencé mes études. Et je me suis dit, tu lui écris plus, t'as le courage de le bloquer, tu coupes tout en fait. Ce lien que je n'arrivais pas à faire, parce que certains me disent, mais pourquoi tu lui répondais encore, pourquoi tu avais tout ça, parce que j'avais des liens avec le club où j'étais obligée d'être en contact avec lui. Et à partir de ce moment-là, je me suis autorisée à avoir plus de lien avec lui et à avoir le droit de le détester et d'avoir le droit de dire que c'est un con. Et je savais que j'avais de la haine envers lui, mais je mettais pas encore les mots de ce que j'avais subi, quoi. T'as été hyper forte au bout d'un moment d'avoir ce déclic-là, et je pense que ce déclic, il s'est fait aussi dans une période où t'as repris des forces. Le fait de changer de job, de changer d'horaire, de changer des études et tout, ça t'a permis de t'éloigner de ce mec, de reprendre des forces, de te retrouver. Et au moment où tu te retrouves, tu dis ah ouais, mais là en fait, non, cette situation-là avec ce monstre ne me convient pas, donc je décide de partir. C'est hyper fort. Ouais, merci. Bravo. Quelles sont les conséquences aujourd'hui de toutes ces choses horribles que tu as vécues? Quelles sont les conséquences dans ta vie de femme, dans ta vie d'athlète? Ça a joué sur mes relations sociales, puisque ça m'a créé beaucoup d'anxiété. Et on va dire que ça a affecté mes relations avec les garçons, vraiment. Depuis, j'ai dû voir 3-4 garçons en 3 ans. Et j'étais obligée de soit boire de l'alcool avant ou... vraiment me mettre dans un état second juste pour supporter le fait qu'on me touche et c'est trop bizarre parce qu'avec tout ça, je faisais pas le lien avec ce qui s'était passé et je me mettais dans des états mais c'était pas normal et sans ça j'y arrivais pas. Quand j'ai commencé à en parler réellement, que mes parents ils ont su, je me suis retrouvée du jour au lendemain à plus pouvoir descendre des escaliers en fait et depuis je souffre de douleurs qui m'empêchent de courir à l'heure d'aujourd'hui. Et je sais pas d'où ça vient, personne trouve rien, on m'a vérifié 1 million de trucs. Et j'en souffre aussi psychologiquement au final parce que l'athlète c'est quelque chose, c'est un équilibre pour moi et je suis obligée de jouer avec ça, sauf qu'en fait tout le monde croit comprendre mais personne comprend ce que j'ai réellement parce que je me plains jamais en fait de mes douleurs. Et c'est quelque chose de super compliqué pour moi, la preuve. Il y a ça et il y a plein de choses. Au final, je suis incapable d'avoir une relation sexuelle à l'heure d'aujourd'hui, à bientôt 21 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué pour moi parce qu'au final, j'ai fait souffrir une personne dans ma relation et j'en ai souffert moi aussi. Donc ça, je pense que en fait, les conséquences, c'est ça, c'est le plus dur en fait. Je sais pas toi, Elisa, mais moi, je n'arrive pas à faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je me méfie de tout le monde en fait, je suis hyper méchante avec les gens. Mais c'est parce que je me mets ma carapace en fait. T'es obligée de te protéger. Et ça va que j'ai des copines qui m'apaisent et qui font la balance quoi. Non, Nono elle est pas horrible, non, Nono c'est juste qu'elle a besoin de se protéger. Mais c'est plein de choses, il y a plein de conséquences en fait. J'ai arrêté mes études à cause de ça. J'étais en école de kiné. Et quand on va me demander pourquoi j'ai arrêté, je dirai jamais, mais c'est parce que de voir des gens dénudés tout le temps, d'avoir la main sur leur corps, en fait, ça me faisait super peur. Et j'ai plein de conséquences aujourd'hui. En fait, par exemple, si on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, où il me disait comment masturber avec un pommeau de douche, quand je suis chez mes parents, il faut toujours que quand je vais me coucher, j'aille vérifier s'il est pas dans la douche. De mon côté, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est ma manière de me protéger, mais alors que je suis très 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 sensible, alors vraiment je suis hyper sensible, j'ai l'impression que c'est un truc que j'essaye de... dès que je prends quelque chose de ce qui s'est passé dans ma tête, je le déconstruis directement. Et je prends pas plus que ce que je peux déconstruire. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a pas... ça m'a pas détruite, quoi. Ouais. Genre, je l'ai pris au fur et à mesure que je pouvais l'accepter.
en même temps que j'acceptais, je commençais déjà mon processus de résilience. Et du coup, après j'étais hyper bien accompagnée par ma mère, mon copain. Et donc j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment détruite. Je suis très très proche de ma famille. Donc, par exemple, j'ai un frère avec qui je suis. C'est une continuité de moi. Donc, non, mais c'est vrai, et du coup, ça aide à accepter, quoi. Parce que, j'ai pas peur du monde extérieur, quoi. J'ai vraiment mon armée de mon côté. Et du coup, ça aide un peu à traverser n'importe quoi. C'est là qu'on voit l'importance de l'entourage dans ces affaires-là. C'est quand t'as un entourage qui est bienveillant, qui te croit dès le début, qui te soutient, qui est avec toi quoi qu'il arrive. En plus, t'as eu une expérience plutôt positive avec le policier qui a été quand même à l'écoute et a su caractériser ce que t'avais vécu. Mais c'est des éléments qui font que ça, plus ta force et ton courage, ça fait que tu passes à travers ça de manière comme une guerrière, quoi, et c'est fort. Ouais, je pense que l'entourage ça a un poids très très important parce que en fait le plus difficile, je pense, c'est de faire face à des gens qui vont pas te croire. C'est le plus difficile. Et parce que déjà toi t'es presque pas sûr de ce que t'as vécu, tu te remets en question tout le temps de ce que t'as vécu, de pourquoi t'as vécu ça, tu te poses des questions dégueulasses, franchement. C'est juste, moi je me suis déjà demandé, mais quelque part j'allais me faire masser, tu vois, mais c'est dégueulasse de se poser ce genre de questions, c'est con, mais. Et du coup, d'avoir des gens à qui, à chaque fois que tu vas en parler, ils vont dire mais ça n'a rien à voir avec toi ce que t'as fait. Genre, toi, c'est grâce à toi s'il est arrivé que ça, c'est grâce à. En fait, d'avoir ce retour-là. Et puis, ça, en fait, ça change tout, quoi. Tu crois en toi, en ce que t'as fait, en ce que t'as pas fait. Je pense que l'entourage, vraiment, oui, ça change tout. J'ai porté plainte il y a presque 3 semaines, 1 mois. Et c'est vraiment... donc quasiment 3 ans après. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, je pense, avec tout le travail que j'ai fait avec ma psy, une psychiatre, il y avait toute une équipe derrière. Et vraiment, le fait que j'ai changé mon entourage, que maintenant j'ai que des personnes saines autour de moi, c'est vraiment tout ça qui m'a poussée à faire quelque chose. Au début, je suis tombée sur un officier très gentil, très compréhensif. Et vraiment, j'ai pu raconter l'histoire dans tous les détails, parce que j'étais à l'aise avec lui, j'en ai parlé. Et donc, du coup, vu que c'est un viol et que c'est considéré comme un crime, donc ils ont appelé la police judiciaire. Et donc, c'est 2 hommes qui sont arrivés. Et ça s'est un peu moins bien passé avec eux. Ils sont hyper détachés par rapport à ce que je leur raconte. Et qui limite me prennent pas au sérieux. À la fin de l'interrogatoire, ils m'ont dit qu'il y avait 2 choses qui leur posaient problème dans mon histoire. C'est déjà le blackout. Ils n'ont pas compris. Alors que je leur ai expliqué qu'il y avait de l'alcool et que... je l'avais peut-être mal supporté ce jour-là, où j'avais trop bu. Et le fait que je l'ai revu. Et ça, c'était très difficile à expliquer. Parce que moi-même, c'est quelque chose que je comprends pas à 100% aujourd'hui. Je me sentais obligée, en fait. Mon nom, de toute façon, il n'avait pas été pris en compte la première fois. Donc là, je pouvais pas dire non et j'y suis allée, quoi. Et donc ça, ils l'ont pas compris. Et ils m'ont dit un truc qui m'a choquée. Il y a le policier qui me posait les questions. Il m'a demandé s'il y avait de l'alcool à la base. Et il m'a dit que peut-être qu'il était bourré et qu'il savait pas ce qu'il faisait. Que ça pouvait se justifier comme ça. Et donc là, je me suis énervée. Je lui ai dit que moi, personnellement, quand j'étais bourrée, je pénétrais pas des gens sans leur consentement. Et il a pas compris où était le problème dans sa réflexion, quoi. Et j'ai trouvé ça très très grave. C'est d'une violence incroyable pour quelqu'un qui trouve le courage de raconter une histoire traumatisante. C'est hyper violent. Et donc à la fin de l'interrogatoire, je leur ai demandé si au moins ils m'avaient cru et si je faisais pas tout ça pour rien, parce que c'est déjà assez difficile de raconter ça devant des inconnus. Donc s'il y aurait pas de suite à cette interview, à cet interrogatoire, autant me le dire maintenant pour que j'arrête les frais, quoi. Et ils m'ont dit qu'ils avaient tendance à me croire. Mais ils m'ont dit ça au moment où je leur ai parlé des relations que j'avais avec les garçons depuis cette histoire. Et ils m'ont dit vous êtes dans la fleur de l'âge, si ça vous handicape pour vos relations futures, là on peut comprendre que peut-être ça s'est vraiment passé, quoi. Donc en gros, si j'avais eu un copain à l'heure actuelle, il t'aurait pas cru. Il m'aurait pas cru, voilà. J'ai eu de la chance d'être bien entourée ce jour-là. Heureusement qu'il y avait mes copines avec moi, parce que je suis sortie de là, j'ai pleuré pendant 1 heure. C'était...
Enfin, je trouvais ça dingue qu'on puisse remettre en question une aussi grosse souffrance, enfin un aussi gros traumatisme. Enfin, je l'ai vécu et ça m'a gâché la vie. Enfin, ça m'a créé de l'anxiété sociale. Je me souviens que j'étais à l'INSEP et rien que sortir de ma chambre, c'était une épreuve, quoi. Enfin, j'ai été en dépression. Enfin, j'étais sous antidépresseurs. Enfin, c'était une période horrible de ma vie. Et qu'on puisse remettre en question ça, je trouvais ça dingue. En fait, on voyait que ça continuait encore. Enfin, moi personnellement, j'ai vu que ça continuait encore. Et je me suis dit stop en fait. Moi j'y suis plus au club et je peux plus protéger, enfin en quelque sorte, mais il faut que ça s'arrête quoi. J'ai pas l'impression en fait que si j'y vais toute seule moi Elisa allait au tribunal, enfin à la police porter plainte, que ma voix elle sera entendue. Et je me suis dit à deux on sera plus forte. Noémie, toi tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis ouais je suis prête à aller porter plainte? Bah en fait, moi j'avais pas... T'étais jeune encore. Ouais. T'étais super jeune. J'avais 15 ans. Et 15 ou 16 ans je crois. Mais j'avais pas conscience de ce que j'avais vécu. Je savais pas que j'avais... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si c'était normal ou que ça avait pas existé en fait. Et c'est Elisa qui me fait me rendre compte dans un premier temps que c'est pas normal. Puis après, la réaction de mon ancien copain, plus le jour où je le dis à ma mère. Moi en fait c'est pareil qu'Elisa, ma mère aussi, elle a subi des violences quand elle était jeune. Donc je voulais pas aussi lui dire par rapport à ça. Et le jour où je lui ai dit, en fait, ma mère, elle m'a dit, on va porter plainte. On va porter plainte. Et tu vas être ma vengeance, quoi. Genre, je vais te pousser pour pas que je sois pareil qu'elle, en fait. Que moi, j'arrive à aller bien. Moi, je voulais porter plainte. Et je voulais pas lâcher Elisa. On a été séparés trop longtemps, en fait. Après, il y a sa maman qui a contacté Colosse au pied d'argile. Je trouve qu'ils ont été top. Je pense que vous les avez appelés et en fait ils ont trouvé la personne, le policier ou le brigadier à qui parler. Suite à notre plainte, ils ont ouvert le dossier et en fait ils ont contacté plus ou moins toutes les filles qui ont été au club et elles se font entendre pour savoir si elles aussi, elles ont vécu ça. Et il y a 7 plaintes dont son amie de l'époque chez qui Noémie avait été. J'ai été contactée par le commissariat pour témoigner dans le cadre d'une enquête. C'est ma mère qui me convainc d'aller témoigner et son argument c'est si c'était pas toi, qu'est-ce que tu dirais à une fille à qui il est arrivé ça? En fait, elle me connaît pas bien forcément. Elle sait que genre je suis hyper engagée, je suis hyper féministe, c'est des choses avec lesquelles je suis hyper sensible et je suis plutôt pas passive à cette idée-là, quoi. Enfin, genre, je vais en manif, genre, j'essaye de me bouger le cul par rapport à ces choses-là. Et c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que ça montre que même en étant hyper éduquée sur la question, en connaissant plein de choses de manière théorique au final, et quand ça t'arrive à toi, la prise de recul, elle est hyper compliquée. Pour pas que je sois mal, j'avais un peu préparé, en fait, avec mon copain, qui m'avait dit raconte-moi le plus en détail possible et comme ça tu sais que ce sera pas pire quoi. Ce sera pas pire là-bas et tu fais comme si que tu me racontais à moi. Lui ça lui tenait vraiment à cœur que je dise tout ce qui s'était passé. Et vu que j'en ai souvent parlé de manière vague, sans vraiment dire les choses, on avait fait ce truc un peu de se préparer pour que lui il voulait être sûr que je dise tout quoi. Qu'il y ait plus de trucs de protection, qu'il y ait plus d'affection derrière ce que je dis ou ce que je dise pas. Je pense que ça lui a fait un peu peur aussi que j'hésite à aller témoigner quoi. C'était super. Ouais franchement super. Il a été hyper bienveillant. Donc je vais témoigner, donc je rentre en première avec le mec là qui nous avait contacté. La personne était assez bienveillante, elle était assez neutre. Il me demande d'expliquer ce qui s'est passé. Sauf qu'il me demande dans les moindres détails, quoi. Il me demande de faire les gestes, de lui montrer, de lui dire en fait il touchait où, il touchait quoi, il le faisait comment, à quel moment. Il utilise des mots que j'ai jamais utilisés pour décrire ce qui s'est passé. Et donc il dit ça là ce que tu décris c'est une agression sexuelle. Ça là ce sont des attouchements. Vous êtes victime d'agression sexuelle, vous êtes victime d'attouchement. Alors c'est grave. Et lui, il utilise des mots qui me paraissaient hyper violents quoi, à ce moment-là. Et la manière dont il disait les choses, ça m'a vraiment, c'est une grosse étape de prise de conscience quoi. Ce que vous avez subi, c'est une agression sexuelle. Est-ce que vous voulez porter plainte? Et donc j'étais pas du tout prête à ça. C'est une question que je m'étais pas du tout posée. Et donc ma première réaction, c'est j'ai besoin d'en parler. Je vais pas prendre cette décision comme ça, donc j'ai besoin d'en parler.
Et donc on finit l'entretien et à la fin de l'entretien, en fait, juste avant de partir, quand il m'a dit bah c'est bon, je dis non en fait je veux porter plainte. Genre je veux le faire maintenant parce que j'avais ces mots là qui m'avaient dit d'agresseur, d'agression sexuelle, de victime. Je me suis dit non mais en fait il y a aucune raison que je porte pas plainte. Il y a rien y a aucune raison que je porte plainte. Et en plus c'est un peu le aller au bout du témoignage, c'est-à-dire tu peux pas dire j'ai été agressée sexuellement et en fait je porte pas plainte. Non, pour moi c'est genre inconcevable. Donc du coup j'étais ok, donc je porte plainte. Perrine, t'as décidé de pas porter plainte. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Pour entendre dire non coupable ou sans preuve, Classer sans suite, voilà, tous ces mots-là, j'ai pas envie de les entendre. Ça voudrait faire face à quelqu'un qui m'a manipulée et qui sera capable de manipuler aussi d'autres. Tout à fait. Et quelqu'un de très bienveillant m'a dit la vérité, tu la détiens en fait. La vérité, tu sais ce qui t'est arrivé en fait. Donc t'as pas besoin que un juge ou un avocat te valide en fait ce que t'as vécu. Tu sais ce que t'as vécu, maintenant tu sais que c'est pas bien. Et voilà, j'ai pas besoin d'un coupable, d'entendre le mot coupable pour me dire qu'il l'est. J'ai commencé un processus de reconstruction auprès d'une psychologue. J'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu, à raconter de plus en plus, à être mise en confiance, à commencer à dire ces choses que j'avais eu honte de dire avant. Donc pas juste parler de la relation, mais de tous les à côté que j'avais omis de dire. Elle m'a dit, mais ça c'est du viol. On replonge, moi il y a des scènes qui sont revenues, il y a des choses, tout est remonté en fait. Donc, tout a ressurgi d'un coup. Voilà, maintenant je commence à accepter que j'ai été coupable. Pas coupable. Le lapsus. Le lapsus. Ouais. T'as été une victime. Que j'ai été une victime, je sais même pas le mot. Que j'ai été une victime et que lui est coupable de ses actes. C'est le seul et unique coupable. Toi, t'as rien fait du tout et toutes les victimes de violences sexuelles, c'est absolument pas elles les coupables. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on a toujours été bercés dans ce truc de à partir du moment où une femme se fait violer ou subit des agressions sexuelles, en fait c'est la double peine. Non seulement elle subit ces violences-là, mais en plus de ça, toute sa vie est foutue et elle est condamnée à ne plus jamais avoir de relations sexuelles, ne plus jamais aimer et être aimée. Comme tu le disais très très bien. Et en fait, ce que je trouve qu'il est très important de dire, c'est qu'on peut s'en sortir en fait. Ouais, que ça n'enlève rien à la difficulté et aux horreurs qu'on a vécues, mais juste se laisser l'occasion de se donner une seconde chance et de se dire mais en fait j'ai envie de dire c'est son problème à lui, c'est lui le monstre et c'est lui qui vivra avec ça toute sa vie et nous en tant que victime on peut se dire mais je décide que ça ne m'appartient plus et d'avancer par rapport à tout ça et c'est hyper important que tu le dises et je te remercie de dire mais on peut s'en sortir, c'est une galère c'est hyper dur, c'est une épreuve terrible que personne ne devrait avoir à vivre, mais on peut s'en sortir. Quoi. Ouais. En fait, il faut se faire aider parce que ça ressort toujours un jour. Quoi. Je suis allée voir une première personne avec qui ça n'a pas du tout matché. Et après, on a commencé à me parler petit à petit de l'EMDR. Et donc, je me suis renseignée. Donc là, j'ai fait à peu près 3-4 séances. Donc, je suis qu'au tout début. Mais c'est super compliqué. Mais ça m'aide. Enfin, je sens que ça va m'aider parce qu'en fait, je me rends compte qu'au final, j'ai développé des TOC où il y a des choses qui sont compliquées. Il faut en parler, mais en parler, c'est pas forcément porter plainte, c'est pas forcément à son entourage. Juste aller voir un psy, c'est peut-être plus facile parce que c'est quelqu'un d'extérieur. On se sent hyper fautif de ce qui nous est arrivé alors qu'on n'a rien demandé. Donc il faut en parler. Et c'est vrai que je pense qu'il faut se faire aider et je pense que c'est hyper important. C'est difficile de réaliser sur le coup ce qui s'est passé, donc je pense que ça passe par une psychologue, forcément. Nos responsables, que ce soit les coachs, les DTN, toute la direction, devraient être mieux formés par rapport à ça. Et faut apprendre à reconnaître, je pense, les signes d'une victime, quoi. Les signes psychologiques, même physiques, dans l'attitude... quand t'as été victime de ce genre de choses, il y a beaucoup de choses qui changent et je pense qu'ils devraient être mieux formés par rapport à ça et je pense qu'il devrait y avoir plus de prévention
au sein de l'INSEP et vraiment essayer d'apprendre aux gens ce que c'est que le consentement, parce que c'est hyper flou dans l'esprit des gens. Par exemple, moi, pour mon histoire, on m'a déjà dit t'étais consentante au début de la soirée, donc c'est pas un viol, quoi. C'est à nos responsables de prendre les choses en main et de trouver des solutions, quoi. Ça doit venir d'eux, quoi. Parce que je pense que si les femmes osent pas témoigner auprès d'eux, c'est qu'elles se sentent pas assez écoutées ou entendues. Il est protégé par les gens qui sont restés au club, parce que l'affaire elle est connue en fait des gens du club. Bien sûr, tout le monde le sait. Ils ont absolument rien fait, ils l'ont pas mis de côté, ils nous ont jamais cru. Ils ont carrément dit une fois à mon père, mais de toute façon, tant qu'on n'aura pas de preuves, on fera jamais rien. Alors que cette personne, la personne qui a dit ça, il a sa fille qui est au club en fait, qui s'entraîne encore à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la Fédé, elle est peut-être pas au courant, mais je pense que justement, je pense qu'ils s'y intéressent pas non plus. Je pense que ça arrange un peu tout le monde. Et puis c'est surtout que c'est des entraîneurs bénévoles, donc c'est bien si on n'en parle pas. Et en fait, il n'y a jamais rien, aucune information qui est remontée en fait. La vie suit son cours, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que si les clubs, si la Fédé, ou même plus haut, même si le ministère commençait à mettre le nez là-dedans, ça concerne tellement de monde, il faudrait forcément mettre des politiques en place, parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a rien qui l'empêche de ne pas exercer. Il n'y a rien qui va faire qu'aujourd'hui il va être sanctionné et qu'il pourra plus, je sais pas, peut-être qu'il va plus être entraîneur dans ce club, mais il pourra retrouver un autre club parce que qu'il change de région ou je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien qui indique qu'il a fait vivre ça à d'autres filles. On vous apprend à souffrir, à avoir mal, que la performance passe forcément par la douleur. Moi, toutes ces années-là, j'étais heureuse de souffrir parce que je pensais que j'allais réussir par la souffrance. Et mon état d'esprit, il était tout le temps un petit peu pervers, quoi. Ce qui est problématique du coup là-dedans, c'est que les coachs ne s'en rendant pas forcément compte. Après, je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte et qui utilisent ces leviers-là pour être maltraitants, mais je veux bien croire qu'il y en a qui se rendent pas forcément compte, qui rentrent dans une forme de maltraitance. Ça installe toute une atmosphère de souffrance, de violence, où tout est brouillé. Les limites entre ce que j'accepte de faire subir à mon corps ou pas, ce que j'accepte que le coach fasse plus ou moins subir à mon corps et du coup ce que j'accepte qu'un potentiel agresseur me fasse subir, ces limites-là sont complètement floutées et donc ça vient rendre très difficile pour la victime de parler, quoi, et de dire et de dire stop, de dire non mais là j'accepte pas. On est totalement soumis. On suit les séances, on suit tout et on est dans une sphère de maltraitance un peu, même si c'est de la maltraitance inconsciente, mais ou consciente selon les cas. Et on rentre dans cette démarche-là et on choisit pas la séance, on choisit pas tout ça et on vit les choses un peu contraints, quoi. La société patriarcale, ça va bien à tout le monde, hein. Le culte de la performance, ça va bien à tout le monde, hein. Ça fait partie de ce qui se développe aujourd'hui, hein. Donc aller à l'encontre de ça sur des grosses institutions contre la Fédé, je pense que c'est pas dans leur intérêt. S'ils commencent à déconstruire ça, ils déconstruisent tout dans le sport et on se rend compte que le sport, ça a l'air d'être tout beau, genre des belles valeurs, et que derrière, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de trucs dégueulasses. S'ils commencent à vraiment déconstruire ça, il faut tout déconstruire, quoi, dans le sport, et ce serait plus du tout ce que c'est aujourd'hui, avec la thune qu'il y a dedans. C'est évident pour la plupart des gens. En fait, toutes les filles ont vécu des violences d'une manière ou d'une autre, quoi. Venez, on en parle, quoi. Et nous, de notre côté, faut que ce soit, faut qu'on accepte, faut qu'on se soutienne entre nous. Et de l'autre côté, c'est genre, il n'y a pas de combat à mener contre les hommes, hein. Genre, avec eux, de leur dire, mais on subit ça, et genre, vous le subissez aussi, quelque part, genre, personne aime voir ses gens proches souffrir. Donc, je pense qu'il y a un truc il faut en parler, quoi. Il faut essayer de libérer la parole, quoi, là-dessus. Mener des projets comme ça, là, qui sont en fait indépendants, qui viennent du bas, entre guillemets, des meufs qui ont vécu le truc. Plus on va en parler, et plus on va vraiment, vraiment libérer la parole, et ce sera quelque chose dont on pourra parler comme en fait on est en train de le faire aujourd'hui, quoi. J'espère que la parole s'ouvrira et que d'autres filles arriveront à aussi parler de tout ça, ouais.
Ouais. Des femmes qui parlent, il y en a plein et de plus en plus. Si tout le monde avait le millième du courage des femmes qui viennent de témoigner ici, l'athlétisme serait à la hauteur des valeurs qu'elle prétend défendre. Pouvons-nous nous faire l'étendard de valeurs olympiques et humaines à l'aube de Paris 2024 en continuant de fermer les yeux ? À vous, à nous, de définir comment sera la suite. Merci beaucoup Sarah pour ton courage. Les filles, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je te remercie beaucoup Perrine. Merci à toi. Merci beaucoup Cassandre pour ton témoignage. Ça va ? Oui, ça va. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci les filles. Ça va ? Ça a été ? C'était le plus dur en fait au début. Ouais. De se lancer. Bravo Perrine. Ça va ? Bravo. C'était super. T'es hyper courageux.